Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis vraiment très heureux d'animer les débats cet après-midi à l'occasion du 50e Grand Prix de la communication extérieure. À titre personnel, certains le savent, c'est un média que j'affectionne tout particulièrement. Puis il se trouve que le Grand Prix et moi avons cette année le même âge, donc je me sens d'autant plus en symbiose. Nous avons intitulé cet après-midi, comme Valérie l'a dit, conversation plurielle, puisque nous aurons plusieurs invités, et puis conversation aussi avec le jury, puisque nos deux premiers invités ont accepté de poursuivre le dialogue après leur entretien avec le jury. Et je vous demande tout de suite d'accueillir ceux dont on a la chance et le privilège d'avoir avec nous aujourd'hui, Monsieur Maurice Lévy et Monsieur Jacques Séguéla. Bravo. J'étais sûr que je n'allais pas pouvoir finir mon propos introductif. Jacques, 30 secondes. 30 secondes, il faut quand même que je vous introduise. Il est plus en ma taille. Avant que tu lises. On la ferme, hein. S'il vous plaît. Tranquille. Ça marche? Oui, ça marche. Voilà. Je t'ai écrit une lettre. Je trouve qu'on n'écrit plus de lettres. Les SMS, c'est de la merde. Ça n'a aucune humanité, ça n'a aucune prétention, ça n'a aucune poésie. Pourquoi la lettre disparaît-on? La lettre, c'est finalement un peu de soi que l'on offre à l'autre. Un peu de romantisme, un peu de poésie. Et c'est ça que je voulais pour toi. Maurice, mon cher Maurice, voici plus d'un demi-siècle, la pub te prenait dans ses griffes. Tu décroches la bourse offerte par Bata et son slogan « Pas un pas sans Bata ». Y a-t-il plus beau slogan? Non. Maurice, mon cher Maurice, tu es, tu restes et tu resteras le plus grand bâtisseur de notre métier. Tu n'en as fait plus qu'un business. Comment ne pas t'aimer? Depuis que tu n'as jamais cessé de marcher, jamais cessé de te battre, normal. Dans Bata, il y a battant. Maurice, mon cher Maurice, je me souviens du temps où, en jouant les fils de pub, je te traitais d'informaticien. Pauvre de moi. Tu avais un demi-siècle d'avance sur nous. Le fils d'ordi nous a tous doublés. Comment ne pas t'aimer? Maurice, mon cher Maurice, tu as compris d'emblée que ton bureau, c'était le monde. Et ton ordinateur, ton premier collaborateur. Le monde, tu l'as conquis, pays après pays, campagne après campagne, succès après succès, jusqu'à devenir le deuxième groupe mondial. Et ce n'est qu'un début. Comment ne pas t'aimer? Maurice, mon cher Maurice, tu as annoncé en 2021 que tu rendais les gants. Personne n'y a cru. Tu as Publicis dans la peau, comme j'ai Havas dans la mienne. Comment ne pas s'aimer? Bravo. Voilà, là on a le droit de tomber. Il va falloir répondre. Oui, il va falloir répondre. Au début, je m'étais dit, Jacques avait dit, je vais me payer Maurice. Tout le monde a eu peur. Je me suis dit, ça y est, on va avoir un match de catch à ma gauche.
le matador des Champs-Élysées, 70 combats, 0 défaite. À ma droite, le boucher de Perpignan, dit Jack le tatoué. Oui, le petit pois, hein. Le challenger. Le challenger. Et finalement, pas du tout. Alors Maurice, en cherchant un peu, j'ai découvert que vous aviez commencé chez Publicis le 1er avril 1971. Il y a exactement Le 2 mars. Mais c'est... Voilà. Commencez comme ça, hein, à vous gourer. C'était dans le rapport annuel de Publicis en 2012. 2 mars. Ah non, mais vous avez eu un contrat de travail le 1er avril. Ça, c'est vrai. Ça, c'est autre chose. J'ai travaillé sans contrat. Bon, maintenant qu'on a entendu Jacques vous faire cette déclaration d'amour, moi, quand j'ai préparé l'entretien avec vous deux, vous m'avez tous les deux dit, il y en a un qui est l'eau, l'autre qui est le feu. Tous les deux, vous avez utilisé la même expression. Donc il va falloir me dire qui est qui. Et moi, je pense qu'il n'y a pas que des différences entre vous deux, il y a aussi des points communs. Le point commun, c'est que tout le monde le sait, vous avez pris tous les deux votre retraite à 60 ans. Et l'autre point commun, c'est que vous étiez absolument prédestinés à faire ce métier, puisque Jacques Séguéla est docteur en pharmacie et Maurice Lévy, diplômé en informatique de l'Université du New Jersey. Mais je m'arrête là. Maurice, que répondez-vous à Jacques après cette déclaration? Que je l'aime. Que puis-je répondre d'autre et que je suis malheureux de ne pas avoir eu, mais c'est une fois de plus le grand talent de Jacques, qui a un talent immense de surprendre et puis d'avoir cette plume extraordinaire. D'ailleurs, je lui ai dit une fois quelque chose dont il se souvient peut-être. Nous étions ensemble aux obsèques d'un autre géant de la publicité, je dis autre par rapport à Jacques, pas par rapport à moi, qui était Jean Feldman. Et Jacques a fait un texte, mais a pleuré, et j'en ai pleuré. Et je lui ai dit, Jacques, il faut que tu te démerdes pour vivre très longtemps, parce que j'ai l'intention de vivre vieux, et je veux que tu sois là pour cet hommage que tu as rendu à Jean. Je veux que tu le fasses pour moi. Jean, on t'aime, Jean, on l'applaudit. Le plus grand faiseur d'affiches qui soit. Oui, d'ailleurs, j'ai remarqué qu'il n'était pas très présent dans le palmarès, et c'est bien dommage, parce que c'était quand même un des rois dans ce domaine. Jacques, tu as un talent fou, tu es magnifique, et... Pardon. Mais tout à l'heure, je vais dire des vacheries. Et là, je voudrais te remercier pour cette lettre que je vais garder précieusement et que je vais classer avec les autres lettres que tu m'as écrites, parce que tu as une plume et tu t'en sers. Merci. Jacques, est-ce que vous auriez pu travailler ensemble? Mais oui, on aurait dû travailler ensemble. Ce que personne ne sait, c'est que, je ne sais plus, c'était il y a une vingtaine d'années, on s'est dit, mais pourquoi ne pas fusionner les deux agences françaises, Publicis et Havas? D'ailleurs, le patron de Publicis, Messier, voulait nous vendre à Lancan, et donc on s'est dit, mais finalement, c'est une bonne idée. Et on Patron d'Havas, hein. Oui. Pas patron de Publicis. Absolument. Messier, donc, on s'est rencontrés avec Alain Pouzia, qui était le président de Publicis. Hélas. D'Havas. Hélas, il aurait mieux vu qu'il soit Publicis. Il n'en serait pas là où ils en sont. Bon. Et les choses ont avancé. Puis on a vraiment décidé. Puis un jour, on a dit, mais maintenant, on fait le déjeuner de la signature. Et Pouziac, au dernier moment, s'est dégonflé. Et je me souviens que tu l'as dit, mais tu es fou, je te fais peur, mais je te laisserai de toute façon parce qu'on aura une direction tournante tous les 2 ans. C'est toi qui seras le premier président. Et même ça, on n'a pas réussi
à le décider. Quel dommage. On serait aujourd'hui la première agence du monde. On est la première agence du monde, nous tout seuls. Sans Havas. Je suis désolé, pour l'instant, on est les premiers au monde. Et c'est vrai on a raté cela. En fait, c'est à peu près ça. Et Pouzillac a été réticent dès le premier jour. Et Jacques, alors Pouzillac, quand je l'ai vu, parce que j'avais vu Poupou avant de voir Jacques, Alain était un peu réservé. Il m'a dit, mais de toute façon, ces gars-là ne seront pas d'accord, ça ne marchera pas, etc. On se voit avec Jacques, qui trouve l'idée formidable, et Pouzillac est un peu emmerdé. Et il dit, oui, mais de toute façon, ce sera sous ton contrôle, c'est pas possible. Je dis, bah écoute, c'est pas compliqué. Tu prends, puisqu'on a décidé une présidence tournante, hein, c'est ce que tu as évoqué, tu prends la première présidence. Ouais. Et il a fini par dire, ouais, non. Voilà. Moralité, il s'est fait virer, et c'était bien mérité. Pas lui, hein, Pouzillac. C'est compliqué les fusions de toute façon. Hein. Ça, c'est sûr. On se souvient de True North, on se souvient d'Omnicom. L'une n'a pas eu lieu, l'autre non plus. Hein. Je veux dire, True North, c'était très différent, puisque là, c'était une alliance et on était associés. Et ils ont essayé de nous mettre le grappin dessus. Et donc, les gens de True North, avec un type assez formidable d'ailleurs, qui avait véritablement envie de faire des choses, il était prêt à faire beaucoup de sacrifices pour avaler Publicis. Comme on a refusé, il a tendu pas mal de pièges et j'ai découvert un peu un monde que je voyais au cinéma et que je lisais dans les romans, ma chambre d'hôtel visitée, mes téléphones un peu écoutés, des détectives privés collés aux fesses, et je les voyais. Hein, il y en a un, une fois, je lui ai dit, mais venez prendre un verre, c'est plus simple. Enfin, tout un truc de mauvaise série B, et qui s'est terminé par un procès gigantesque et ils n'ont pas réussi. Quant à Omnicom, c'est à peu près la même chose, c'était une merger of equals, et en fait, dans leur merger of equals, comme ils étaient américains, même raisonnement que FCB, il fallait qu'ils prennent le contrôle. Et là, j'ai appris à faire ça. À faire stop. Ça. Ouais. Vous connaissez pas ça? Non. C'est un vieux monsieur qui est pas très bien, et puis son fils vient le voir et il dit, mais papa, je vois que t'es pas très bien, tu peux nous dire un peu où tu as mis les papiers et puis les clés du coffre? Et il faisait ça. Et alors, la mère, elle va, mon chéri, tu sais, il faisait ça. Et puis quelques temps après, il va beaucoup mieux. Et il dit, mais tu peux nous expliquer, c'est ça? Il dit, oui, j'avais pas la force de faire ça. Bravo. Très bon. Jacques, moi j'ai une autre question. Il paraît que c'est la première fois que vous vous voyez, que vous vous parlez. Mais alors, c'est pas vrai. Moi j'ai vu des photos, mais je n'y crois pas, où vous êtes au drugstore à dédicacer 90 ans d'amour avec Maurice, qui a mis le drugstore à ta disposition. Moi j'envoie tous mes livres à Maurice, histoire de le cultiver un peu. Oui, et ça marche, marche parce qu'il m'écrit des lettres et je vois très bien dans la lettre qu'il a lu. Bon. Ça marche. Je lis. Voilà. Non seulement je lis, mais je reconnais les écritures des noirs, des nègres qui travaillent pour nous. Ça me touche le cœur. Et il m'appelle et il me dit, écoute, j'ai trouvé ton livre formidable, viens, je t'offre Publicis, en bas de Publicis, une signature. Et il a été le premier à venir signer mon premier livre. Et puis l'agence est descendue, puis on s'est tombé dans les bras, et puis on est allé dîner, et puis on s'est aimé. En vérité, ça s'est très mal passé entre Jacques et moi. Il faut quand même dire les choses comme elles sont. Dans les années 70, Jacques, avec d'ailleurs ce qu'on appelait les modernes de la pub par opposition aux pas modernes, c'est-à-dire Havas et Publicis,
Parce qu'il faut dire à l'assistance, c'est que vous avez été jeune dans la publicité. Non, pas moi. Jacques, oui. Moi jamais. Donc, que ce soit Jacques, Philippe Michel, Jean Feldman et un certain nombre d'autres, ils étaient vent debout contre les deux géants du marché français. Et on avait des bagarres, mais homériques. Et quand il y avait des débats, des réunions, des discussions, et que les organisateurs voulaient faire recette, eh bien, ils invitaient Jacques pour parler et votre serviteur. Et Jacques, effectivement, me traitait d'informaticien en disant « Mais qu'est-ce que tu fous là? T'as rien à foutre ici, t'es pas dans la pub, t'es un informaticien de merde, etc. » Mais ça ne nous a pas empêchés. Ça t'a réussi. Ça m'a réussi. Et ça m'a réussi. Oui. Ça nous a réussi. Voilà. Ça nous a réussi. C'est comme ça qu'on fait ce des que nous couples. sommes. Chacun ce qu'il est. On va parler un peu affichage. Quel est votre attachement, Jacques, j'oserais dire personnel, à l'affiche et à l'affichage? Moi, je dois tout à l'affiche. Je me souviens qu'avec Bernard, en 69... Bernard Roux, on a créé notre agence. C'était tout de suite après 68. J'appelle mon père, qui était radiologue à Perpignan. Je lui dis, papa, j'ai tiré de mon agence et je crée mon agence. Et il me dit, mais écoute, ne fais pas ça, tu n'y connais rien, tu es pharmacien, viens à Perpignan, je suis en train d'acheter la pharmacie du docteur Bobo, tu es fiancé avec Dani, la chanteuse, l'actrice, etc. Tu es en train de briser ta vie dans la pub c'est de la merde. Je dis, papa, calme-toi. Bon, et désespéré, mon père va voir le sénateur du pays, le sénateur Pams, et lui dit, fais quelque chose, mon fils est en train de faire une société, il va faire faillite, et il dit, envoie-le-moi. Je prends, il n'y avait pas d'avion, je prends le train couchette, etc. J'arrive, je trouve mon sénateur en maillot de bain, il était chez lui. Il me dit, écoutez, moi je lance, j'ai été missionné pour lancer la communication et la réalisation des stations balnéaires du Languedoc-Roussillon. Écoutez, moi j'ai une agence qui m'a préparé quelque chose. Si ça m'intéresse, eh ben, je vous dis adieu. Si ça ne m'intéresse pas, je vous téléphone. Il me téléphone 2 jours après, il m'a dit, ce qu'il m'a montré est nul. Je me précipite et je fais ma première affiche. Et on va la voir. On fait ma première affiche, qui d'ailleurs dit tout de ce que je crois de la publicité, qui est une affiche d'amour, qui est une affiche d'espoir, qui est une affiche de gaieté, qui est une affiche de bonheur, qui est une affiche d'un petit garçon qui tient par la main une petite fille. Ils sont unis. Et c'est le pays de la liberté. Le problème, c'est qu'on ne pourrait pas faire ça aujourd'hui, nom de nom. Qu'est-ce qui vous prend, les politiques, nom de Dieu? Laissez-nous faire les choses quand elles sont belles. Sans vous, il n'y aurait jamais eu cette publicité. Sans vous, je ne serais pas là. Arrêtez. Il y a un ministre dans la salle, donc je me tais. Voilà. Mais le vrai titre, c'était Les maires du Sud sont en France. Avec une photo de Jacobetti, parce que moi, j'arrivais de Paris Match. C'était le grand photographe de Paris Match. C'est lui qui a fait la photo. Et c'est elle qui a décidé. Et finalement, le lendemain même de la création de notre agence, on a trouvé notre premier client et j'ai fait notre première affiche. Et tenez-vous bien, j'ai eu le prix de l'affiche cette année-là. Elle est là. Elle est là. La publicité m'est tombée dans les bras. La publicité m'a aimé d'emblée. Et donc, je le lui rends chaque fois que je peux le lui rendre. Et puis, il y en a eu d'autres. Alors, il y a eu Mainvielle. Alors ça, on a malheureusement que la version presse, mais c'était Mère de Design. Oui, moi je suis né de 2 choses. Je suis né de l'amour et je suis né surtout de la réaction. Je suis né de la face. Il faut accrocher le public, il faut qu'il morde à l'affiche. Et je crois que c'est la provocation
qui a fait ma carrière en compensation de l'amour que je pouvais mettre dans la publicité. Ça veut dire que la pub, c'est d'abord du courage. Et c'est ce qui manque le plus aujourd'hui à nos annonceurs. L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Et une affiche, c'est quoi? C'est une idée. Le problème, c'est que quand on a une idée dans l'agence, ça m'est arrivé je ne sais pas combien de fois, quand un créatif m'appelait et me disait j'ai une idée, etc., je prenais l'idée dans mes mains. Les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions, mais il n'y en a qu'un qui traverse les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé idée. Dès que ce petit bébé est créé, moi je l'amenais à l'homme de marketing de l'agence. Je lui dis, regardez mon petit bébé, comme il est beau. Il me disait, mais il n'est pas stratégique. Stratégique. Mais c'est un petit bébé, il vient de naître. Qu'est-ce que tu me racontes, pas stratégique, c'est ridicule. Bon, allez, modifie ta copie de stratégie, on va voir l'annonceur. On allait voir l'annonceur, petit annonceur. Regardez notre petit bébé, il est beau et il est stratégique. Il me dit, foutez de ma gueule. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça, etc. Et il prononçait la pire vocabulaire publicitaire. On va tester. Un peu moins de tests, un peu plus de testicules. La pub, c'est ça. Une idée et des testicules. Et rien d'autre. Maurice, vous êtes d'accord? Parce que sinon, on va avoir un monologue. Mais il en a plus que moi. Sur quelle partie? Oui, bien sûr, je suis d'accord. Jacques, quelques campagnes. Voilà, je l'ai fait rire quand même. Mais je ris, ça m'arrive. C'est rare, hein. C'est rare. Viens nous voir plus souvent, tu riras plus souvent. Jacques, cette campagne qui a fait beaucoup parler d'elle, les produits libres, Carrefour. Oui, on fait croire encore qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a un beau paquet. C'est ça la liberté. Moi, je vois arriver dans mon bureau Étienne Thiel, qui était l'homme de marketing de Carrefour, avec quelqu'un qui l'accompagnait, qui se met dans le coin, et qui me dit, voilà, on veut lancer les produits blancs, les produits de marque. Essayez d'avoir une idée. Je vous mets en compétition avec DDB. Moi, je me dis, mais produits blancs, c'est pire que tout. Les produits, il faut leur donner une âme. Les produits, il faut leur donner des ailes du désir. Donc, au lieu de les appeler les produits blancs, on va les appeler les produits libres. La liberté du choix, la liberté de la vie, la liberté d'oser. Bon. Et puis, à l'agence, un des rédacteurs a trouvé cette phrase merveilleuse qui fait croire qu'un produit est meilleur simplement parce qu'il a un beau paquet, simplement parce qu'il fait de la pub, simplement parce qu'il est plus cher. Ça a été une révolution. C'était la campagne qui a le plus marqué le quart de siècle. C'est devenu un fait public. Je crois même que toi, tu as été interviewé par Europe 1 face à des forêts. Parce qu'évidemment, tous les annonceurs étaient contre nous et les publicitaires disaient qu'on est en train de tuer notre métier. Et je me souviens de cette interview qui était formidable, etc., entre les choses. Et puis, il me manquait un truc. Je trouvais que tout ça manquait quand même d'âme. Tout ça manquait de vie. Et à ce moment-là, j'étais dans mon petit appartement, dernier étage, près de la Tour Eiffel, et je vois passer une mouette. Je dis, mais c'est un don de Dieu. C'est ça qu'il faut. Il faut mettre la mouette dans l'affiche. Et l'agence me dit, mais tu es complètement malade. Qu'est-ce qu'une mouette a à voir avec Carrefour et les produits blancs? Mais justement, c'est parce que ça n'a rien à voir que ça va être vu. Et ça a été cette campagne qui a déchiré, mais déchiré à l'époque, la publicité, les annonceurs et les politiques. Alors un annonceur que vous avez dans le sang, depuis le départ, c'est Citroën. Ça, c'est l'affiche qui m'a sauvé la vie parce que on rachète Delpire, qui était une agence de publicité, qui avait le budget Citroën, budget de ma vie, parce que moi, ma vie a commencé à 20 ans. Mon père m'a offert une 2 chevaux parce que j'étais docteur en pharmacie. Et j'ai pris la voiture pour faire le premier tour du monde d'une voiture. Ça a changé ma vie. Pendant 2 ans,
J'ai vu le monde tel qu'il était. J'ai vu que tout était possible. J'ai vu que c'était tellement beau l'aventure que ça m'a fait défroquer à tout jamais de la pharmacie. Mais je suis en train d'y revenir. Parce qu'on crée une agence dans un mois. On crée Jacques Paris. Et c'est l'agence de santé du groupe. Ils l'ont fait à New York. Et ils l'ont appelé Jacques Paris à New York. J'ai dit, mais enfin, vous vous rendez compte de ce que vous faites? Pas du tout, ça a marché. Les gens ne savaient pas qui était Jacques, mais ça a marché. Et donc, on va le revoir. Et après avoir commencé ma vie en reniant la pharmacie, je la finis en créant ma dernière nouvelle agence. J'avais fait mes premières annonces pour Citroën. La première était pour la Visa, l'anti-tape-cul, et la deuxième, pour aussi le Visa, l'anti-goinfre. Là-dessus, je suis convoqué par les Peugeot, tu as connu les Peugeot, bon, qui disent, écoutez, vous êtes très gentil, vous avez l'air créatif, très bien, ça amuse les gens, mais nous, chez les Peugeot, on n'est pas comme ça. On n'est pas vulgaire comme ça. Et on ne veut certainement pas que notre marque soit vulgaire. Donc vous êtes très gentil, mais on vous remercie. Waouh! J'arrive à l'agence. Bernard Roux me dit laisse-moi faire, etc. Il obtient un rendez-vous avec les Peugeot et il dit au Peugeot, écoutez, ce gars-là, il est fou. On le met dans un coin, il ne travaillera pas sur Citroën, mais qui ne nous enlève pas le budget pour autant. Bon. Et ils acceptent de donner 6 mois. Arrive un nouveau patron de Citroën qui prend les choses en main et qui déjeune avec moi et qui me dit, écoutez, moi je vais vous virer parce que tout ce que vous avez fait est nul, sauf un truc qui m'a intéressé, c'est l'anti-goinfre. Je dis, mais c'est moi l'anti-goinfre. Mais qu'est-ce que vous me racontez? Mais oui, c'est moi. Et je dis, donnez-moi 3 mois. Et je suis allé m'installer à Deauville, à côté de Savignac. Et je lui ai dit, tu dois me sauver, fais-moi une affiche. Et j'ai proposé à Citroën de supprimer tous ces médias de juillet-août. Tout l'argent de juillet-août qu'il avait déjà investi dans tous les médias du monde. Il veut dire, on va tout mettre sur l'affichage. Mais je veux que tous les murs de France soient recouverts de mon affiche. Et je ne veux pas que ce soit une affiche de voiture. Et je ne veux pas que ce soit une affiche classique. Et je veux que ce soit une affiche d'affichiste. Ce sont les Français qui ont inventé l'affiche. C'est Charles Havas qui a inventé la pub. Comment on laisse tomber l'affiche? Pourquoi il n'y en a pas de si belle? Pourquoi les créatifs n'ont pas aussi envie de faire une grande affiche que de faire un grand film? C'est comme ça qu'il faut se lutter. D'ailleurs, on en parlait à table. Moi, je propose de faire l'an prochain l'année de la journée de l'affiche, où on va avoir tous les médias d'affiches à notre disposition. On va isoler les 5 meilleures affiches que vous aurez choisies, quoi, et on va les afficher en demandant au public de décider quelle est la meilleure affiche de l'année. Et le public, en passant avec son téléphone, va dire oui ou non, et à la fin, il va choisir la meilleure affiche de l'année. Et c'est le public qui va finir de vous adosser à votre choix. Exactement. Et donc, j'ai demandé à Savignac sa définition de l'affiche. Il m'a dit une affiche, c'est une tache blanche sur un fond noir ou une tache noire sur une tache blanche. Et c'était un peu ça avec la poésie d'En avant Citroën. On va regarder une autre et peut-être dernière affiche. Il ne parle plus, lui. Si, parce qu'ensuite, il en a des affiches. Non, mais j'écoute. Attends. Non, je reste pour t'écouter. Je suis ton public, là. On va parler... Non, monte celle d'avant, là. Celle-ci? Stop. Il faut se mettre à genoux devant cette affiche. Mais regardez cette beauté, Jean-Paul Goude. Oh, incroyable. C'est la dernière fois qu'on a pu mettre 220 km/h sur une affiche. Elle a été refusée en Allemagne, mais pas à cause des 120 km, parce que Grace Jones était noire. Bon. Jean-Paul, il est si malade. Tu es avec nous. Tu as été le plus grand des plus grands. Et celle-là, c'est la plus grande des plus grandes. Alors... J'ai demandé à Maurice Lévy s'il y avait des campagnes qui l'avaient marqué et il a commencé pas que par des campagnes de Publicis, mais par
Bien sûr. Alors, Wow, Pierre Berville wow, est, dans wow, la, wow, est dans- wow. est dans la salle, Pierre. par Myriam. Ben oui, mais oui, je veux dire, un mot sur les campagnes de Jacques, il en a fait des tas, elles étaient controversées ou pas, toutes magnifiques, et en ce qui concerne Carrefour, ce n'est pas une campagne, c'est un fait de société. Je veux dire que ce qui était très important, c'était que tout d'un coup, il y avait un fait de société. Et là, en ce qui concerne cette affiche, c'était Casanova à l'époque, qui était le patron d'Avenir, qui souhaitait changer l'image d'Avenir. Pas tellement de l'affichage, mais aussi de l'affichage, mais surtout d'Avenir. Et il y a cette campagne de l'afficheur qui tient ses promesses, qui est absolument extraordinaire. Et bravo, parce que là aussi, ça a marqué et ça a été quelque chose d'absolument magnifique. Pas seulement parce que Myriam est magnifique, mais parce que le message, la campagne est au service d'un message qui est très simple. L'afficheur qui tient ses promesses, et il les tient vraiment. Presque. La dernière partie, presque. Oui, ce qui est formidable, c'est la première affiche qui tient ses promesses. C'est extraordinaire. Dans l'affiche, Oui. il y a la promesse. C'est une affiche qui tue. Tu ne peux pas faire mieux. Il n'y a rien à dire, tout y est. Et l'affiche, c'est... Il y a eu un personnage important qui était Philippe Benoît et qui a énormément travaillé à organiser un peu le paysage de l'affiche. Et il y avait surtout un raisonnement ultra simple. Une affiche, ça se voit à 100 à l'heure et ça saute à la gueule ou pas. Et là, on peut dire que ça sautait à la gueule. Alors, Pardon, Jacques. Vas-y. Non, j'avais quelques campagnes de Publicis. Alors, bien sûr, un grand annonceur de l'agence, DIM. Hein, Il n'y a rien à dire. Les bas dimanches qui sont devenus DIM, hein, grâce à... Il n'y a rien à dire. Je vais à DIM. Dès qu'on voit une image, on entend la musique. Et dès qu'on entend la musique, on voit les images. Celle-ci, qui a aussi énormément fait parler, BNP. Alors là, c'est quelque chose de très intéressant. J'ai parlé tout à l'heure de la campagne des produits libres, qui est un fait de société. Et là, c'était aussi un fait de société. C'est-à-dire que, alors que les murs, que ce soit Crédit Agricole, le Crédit Lyonnais, c'était le banquier souriant, etc., tout d'un coup, il y a un banquier qui a dit « Écoutez, moi, j'en veux qu'à votre pognon ». Et ça a été effectivement un choc, et un choc de société. Alors, les gens de la BNP n'ont pas beaucoup aimé, parce qu'ils n'avaient pas envie de se reconnaître dans ce personnage. Mais il faut reconnaître que ça avait formidablement marché, sauf qu'à l'intérieur, ça a été aussi formidablement rejeté. Mais surtout, une affiche, c'est d'abord la réalisation du mot. Le mot, c'est ce qu'il y a le plus important dans la vie. Et c'est l'affiche qui magnifie le mot. Alors, l'anti-goinfre de Citroën, on a la réponse, la R5. C'est pas la réponse à l'anti-goinfre de Citroën, c'est l'anti-goinfre de Citroën qui essaye de faire une petite réponse maladroite à Renault, et en particulier à la 5 et la Super 5. Et la 5, c'est une histoire d'affiche extraordinaire, puisque Supercar a été lancé essentiellement par l'affichage et le dessin animé, et ça a été une histoire, encore aujourd'hui, extraordinaire dans l'inconscient collectif français, mais au-delà de la France aussi. Donc, magnifique, avec juste une goutte. Une affiche, c'est ce qui reste quand tu as tout oublié. Moi, je vois pour le Club Med, j'ai fait un film avec Jean-Paul Goude. Le Club Med. Le Club Med, ça c'est très intéressant, parce que c'est des mots, avant tout. Et moi, j'ai fait un film avec Jean-Paul Goude, qui a coûté une fortune, etc., qui est un très beau film, magnifique. Mais on se souvient de quoi 30 ans après? Pas du tout du film. On se souvient de l'affiche.
La force de l'affiche, elle est là. Oui. C'est un mot que tu n'oublies jamais et qui te rentre dedans et qui te touche le cœur à tout jamais. Ce que ne fait pas l'image. L'image t'apporte un autrement et un ailleurs. C'est pas la même chose. Enfin, Club Med, c'est des mots, enfin des verbes plutôt, mais sans les images, ça reste plat. Et il se trouve que la force, justement, de cette campagne, c'est ce choc assez formidable entre des mots qui sont des mots de tous les jours, hein, aimer, boire, manger, etc., contempler, et des images sublimes qui font que tout d'un coup, ça prend une autre dimension. Je me souviens que nous, on a pris le budget après ça. D'ailleurs, c'est un crime de l'avoir enlevé à l'agence. Et on avait un slogan qui était le Club Med, la plus belle idée depuis l'invention du bonheur. Moi, je me disais, formidable slogan, c'est extraordinaire. Bon, on lance la campagne, catastrophe. Ça ne marche pas du tout. On teste, c'est une catastrophe. Et on a failli perdre le budget. Ah, vous l'avez perdu, c'est moi qui l'ai gagné. C'est pas que vous avez failli, vous l'avez perdu. Laissez-moi une c'est semaine. moi qui l'ai gagné. Pardon, Jacques. Laisse-moi une semaine et laisse-moi une semaine, je vais te trouver la réponse. Et on y est arrivé, on est revenu avec le bonheur, si je veux. Et ça correspondait tellement au club, et ça correspondait tellement à l'attitude du moment, et c'était tellement finalement ce qu'espéraient les gens. Le bonheur, si je veux. Et ça n'a pas duré non plus. Alors, pardon. Maurice, vous êtes beau joueur puisque vous avez aussi sélectionné des campagnes d'Havas. Cette campagne Darty, très populaire. C'est pas cette campagne en particulier, mais je trouve que le travail qui a été fait sur Darty est un travail extraordinaire et qu'il y a, alors plus, il faut bien le dire, en film qu'en affiche, je suis désolé, mais c'est un travail où il y a à la fois l'âme franchouillarde, avec tout ce qu'il y a chez le Français qui essaye le système D, de trichoter, etc. Et puis une idée simple, claire, et tout ceci dans un ton qui reste absolument magnifique. Et donc moi je trouve que le travail qui a été fait par Havas sur Darty pendant 2 décennies, Bernard Brochamp qui nous a quittés et qui était vraiment l'âme de Darty, ça a été un travail absolument extraordinaire. Tu as dit le mot le plus important en parlant de l'affiche, en parlant de la publicité, tu as dit le mot âme. 75% des produits qu'on a consommés l'an dernier, le siècle dernier, sont morts avec le siècle. 75% des produits que vous consommez aujourd'hui vont mourir avec le siècle. Ça veut dire que notre métier, c'est pas simplement de vendre des yaourts et des voitures. Notre métier, c'est que Danone et que Citroën soient encore vivants dans 50 ans, dans 100 ans, dans 200 ans. Quelle est la seule façon de rendre une marque immortelle? C'est de lui donner une âme. Finalement, notre métier, c'est pas de vendre des voitures, c'est de donner une âme à nos marques. Parce que l'âme est ce que l'homme a inventé de plus éternel. C'est ce supplément d'âme que l'on cherche toujours à mettre dans la campagne. Et c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Si on faisait une agence ensemble. Ah, on a essayé, mais ça n'a pas marché. Allez, viens, on y va. Je veux dire, entre un jeune nanogénaire et un vieil octogénaire, on va faire quoi? Une agence de vieux. Vieux, c'est mieux. J'ai le slogan. Vieux, c'est mieux. On démarre. Mais non, mais attends. Il y a Gabriel qui a fait Jésus, on ne peut pas faire Dieu. La jeunesse est une maladie mentale qui guérit avec l'âge. Donc on va se guérir mutuellement.
Oui, oui, moi j'ai encore un peu... Bon. Écoute, ne crois pas ça. Moi, on me dit toujours que finalement la vieillesse est un naufrage. Ça me va très très bien, j'adore l'âge. Très bien. On parlait d'âme. Alors, il y a une dernière campagne, parce que ce n'est pas que mercantile, la publicité, c'est aussi des grandes causes. Le SAMU social, Publicis Conseil. Bah, tout est dit, hein. Magnifique. Tout est dit. C'est-à-dire que c'est... Il n'y a rien à ajouter. C'est la force. Ouais. Voilà, tout à l'heure on parlait des mots, là c'est l'image. Alors, Et l'image dit tout. et vous parliez de Jean Fellman, et on a cette campagne Eh oui. très Oh belle. là là, Eh Jean, oui. Jean. Ah, ça, j'ai souhaité qu'on la reprenne. Magnifique. Parce que j'avais dit, quand même, la Woolmark, c'était quelque chose de majestueux et d'assez formidable. Et Jean restera, enfin, pour ceux qui l'ont connu, non seulement un immense créatif, mais un ami très cher. Parce qu'il avait aussi quelque chose de rare, il avait un grand cœur. C'était mon meilleur ami. Je sais. C'était mon meilleur ami. Je sais, comme quoi il pouvait se tromper lui aussi. Être dans la rue, c'est aussi parfois utiliser l'humour, mais aussi, alors l'humour, l'anti-tape cul dont parlait la Jacques. voilà. Mais la voilà. La voilà, La cette Citroën saloperie. GS spéciale. J'ai failli perdre le budget à cause de ça. Ben oui, C'était tellement drôle. Un peu vulgaire, mais tellement drôle. Il y a aussi la provocation avec une campagne ultra... Oh là, non, là, c'est pas la provocation. ça c'est pas de la provocation. Là, on est obligé de s'arrêter. 30 secondes. Justement, quand on parle d'âme, c'est une affiche qui a une âme. Et c'est l'âme qui a porté Mitterrand. Je vais vous raconter, parce que cette affiche, théoriquement, n'aurait jamais dû sortir. Moi, je lui avais proposé le slogan au mois de janvier, non, au mois de novembre. Au mois de novembre, je me souviens que j'étais arrivé chez lui, j'avais dit, Monsieur le Président, aujourd'hui c'est le choix du slogan. Il m'a dit, ah bon, vous en avez plusieurs? Non, Président, je ne suis pas un marchand de chaussures. Il n'y aura qu'un seul slogan, s'il ne va pas, vous me donnez une semaine, je reviens avec un autre. J'avais écrit La force tranquille comme ça sur un petit carton, et je dis, Monsieur le Président, fermez les yeux, ouvrez les yeux. Je vois qu'il rentre dans le slogan, il rentre dans les mots. Et il me dit, Séguéla, vous m'avez trouvé. Waouh. Bon. Un mois après, le 1er janvier, il me téléphone, il me dit, Séguéla, venez tout de suite rue de Bièvre, c'est une catastrophe. Je cours rue de Bièvre, il me dit, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Séguéla, l'affiche, elle sort dans 10 jours, mais on ne l'a pas présentée aux socialistes, c'est eux qui payent. Qu'est-ce qu'on fait s'ils la refusent? Monsieur le Président, qu'est-ce que vous me racontez là? Mais c'est une folie. On n'a pas le temps de réafficher, on n'a pas d'autre affiche. C'est que là, vous êtes là pour convaincre les gens, c'est votre métier. Je vous réunis l'ensemble du Bureau fédéral. De l'Union fédérale. Demain, vous avez tout à vous, demain à 8h à Solferino. J'arrive à Solferino, il y a 20 socialistes qui sont là. 19 vont être ministres 3 mois après, et un sera à l'Élysée qui fait le compte. Mitterrand est là, et il dit, écoutez, moi je vous ai amené mon publicitaire, vous verrez, il est un peu farfelu, mais il est sympa, et il a du talent. Il va vous montrer ce que l'on a fait. Moi j'ai une interview, et je reviens après l'interview. Je déballe la campagne, quand j'en arrive à La force tranquille, silence de mort. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et Kiles, qui était le directeur de la campagne, dit, écoutez, je vois qu'il y a un malaise, on va voter. Chacun prend un papier et vote. Je recueille les votes, 20 voix contre. J'ai dit, mais ils sont malades, les mecs, là. Là, vraiment, on va perdre la T'es à campagne. l'unanimité, c'est quand même pas mal. Bon. Et arrive Mitterrand, qui dit, alors, Séguéla, comment ça s'est passé? Ben, Monsieur le Président, on a voté. Ah bon? Et quel est le résultat du vote? Ben, Monsieur le Président, c'est 20 voix contre. On dit, mais on est en démocratie. Moi, je n'ai pas voté. Et il s'assoit à sa place, il dit, écoutez, cette affiche, on va la faire parce qu'elle me ressemble. Wow, j'ai mis 5 ans à récupérer les 20 socialistes qui étaient là autour.
Mais on était à 2 doigts du drame, vraiment du drame. Voilà, et c'est elle, je lui dois tout. Je lui dois tout, tonton. Maurice, les campagnes politiques. Si je n'avais pas fait cette affiche, je ne serais pas là. D'où le pouvoir, justement, de la publicité. Ouais. Bah, il est connu que Publicis ne fait pas de campagne politique. Il est connu que nous nous sommes toujours refusés à travailler pour des hommes ou des partis politiques. Et pour être certain que ce sera appliqué, c'est même inscrit dans nos statuts. Oui, mais Vincent Bolloré m'a dit la même chose. Il m'a dit, tu es sympathique, mais je ne veux pas de politique chez moi. Bon. La campagne provocation dont je voulais parler, c'est celle-ci, bien sûr, c'est Benetton, qui commence par toutes les couleurs du monde. Oh, celle-là, elle n'est pas... Justement, elle commence par ça. On arrive au United Colors of Benetton. Il va y avoir l'affiche de trop. Voilà. Voilà. Celle-ci, puis surtout la suivante, voilà, où on s'est demandé si les vêtements étaient Benetton, c'était pendant la guerre. La provocation, c'est encore quelque chose qui marche. Mais l'affiche de trop, c'est pas celle-là. Hein. L'affiche de trop, c'est un curé qui embrasse une bonne sœur, qui est dégueulasse. Bon. C'est celle-là qui a et d'ailleurs, provoqué... Benetton l'a viré à cause de ça. Oui. Ouais. Toscani. Moi, il m'appelait la Mireille Mathieu de la publicité. Ouais. J'étais très honoré, la Mireille Mathieu de la publicité. Non, mais elle a des cheveux. Donc c'était un peu injuste. Mais si on revient sur Toscani... Quelle Toscani... magnifique campagne. Pourquoi il est allé si loin? Quand on provoque, il faut toujours savoir ne pas aller trop loin. Il y a un truc qui est génial, c'est United Colors, et ça voulait dire absolument tout. Et Toscani est allé un pas trop loin, et je suis d'accord avec toi, avec cette campagne un peu ambiguë. Non seulement le curé et la bonne sœur, mais encore il y avait d'autres visuels qui étaient contestables. Alors qu'il tenait un filon extraordinaire et qu'il avait, à chaque campagne, il ramassait tous les prix. Et la marque ne s'en est pas remis. Benetton, c'est une sous-marque, c'est pas une grande marque. Oui, mais c'est aussi, il y a d'autres raisons à ça, c'est que les Benetton, ils ont trouvé qu'ayant gagné beaucoup d'argent, ils pouvaient en gagner encore plus en faisant autre chose que de vendre des pullovers et des polos. Le temps file. Moi, j'ai une question pour vous, Maurice. On a la chance en France d'avoir 2 leaders mondiaux, des numéros 1 dans la communication, Publicis et Jean-Claude Decaux, dont Jean-Charles est présent aujourd'hui. Numéro 1 en communication extérieure, numéro 1 en publicité. Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui fait que la publicité se démarque, française, pardon, se démarque des campagnes anglo-saxonnes? D'abord, je ne crois pas que ce soit le fait que ces campagnes et l'essence même de la communication française ait fait le succès ou de Decaux ou de Publicis, puisque malheureusement, ces campagnes s'exportent peu. Mais le langage de la publicité française, c'est un langage à la fois de subtilité, de sensualité, d'humour, de tendresse et de provocation, contrairement au langage américain qui a changé énormément, mais qui était beaucoup plus direct. L'anglais se situant au milieu et étant beaucoup plus porté sur l'humour. Et la France a réussi à exister, et il y a peu de pays qui ont ça, à exister sur son propre territoire, alors qu'elle est ultra minoritaire, puisque la France ne représente pas 2% de la publicité mondiale. Et il se trouve que aussi bien J.C. Decaux que Publicis, nous avons su avoir à un moment donné une stratégie audacieuse d'aller à l'extérieur et de nous frotter, en voulant rester indépendants, aux grands monstres sacrés. Et on a, chacun dans son couloir de nage, réussi à imposer des marques. Alors en ce qui concerne Publicis, c'est en 2 mots,
en dehors d'une hargne du minoritaire, parce que c'est ça, nous sommes des minoritaires, et donc le minoritaire essaie toujours de s'imposer face au majoritaire, et pour ça, il est amené à pousser un peu le son un peu haut. En dehors de cette dimension-là, il y a une volonté extraordinaire, et juste en un mot, je l'ai raconté un certain nombre de fois et je m'en excuse, mais comment est-ce que nous avons gagné Coca-Cola dans 47 pays d'un coup, d'un seul? J'ai été aux États-Unis et je vois un papier dans Ad Age, qui n'était pas encore arrivé en France à l'époque, Coke Goes Hollywood. Et tout l'article est en train d'expliquer que l'accord que Coca-Cola est en train de passer avec Creative Artists Agency était nul et qu'ils étaient complètement fous de passer cet accord. Et dans l'avion du retour, j'écris un truc que j'allais envoyer le lendemain par fax. À l'époque, c'était des fax. Et j'écris à Sergio Ziman en disant « Ad Age dit que vous êtes fous, you are crazy to go Hollywood. You aren't. You will be really crazy the day you work with a French agency. » Il ne me répond pas, je lui renvoie ça. Et il ne répond toujours pas. Et je lui envoie un mot en lui disant « Non, non, je me suis trompé. Vous n'êtes pas assez courtois pour travailler avec une agence française. » Allô? I'm coming to Paris, may I see you? Et là, je lui fais une présentation. Il me dit, je veux voir que de la pub de soft drink. Et je lui dis au téléphone, si j'avais de la pub de soft drink, je ne serais pas venu chez vous. Donc, j'en ai pas. Il me dit, bon, alors qu'est-ce que vous avez comme boisson? Je lui dis, Nescafé. Et puis d'autres. Et Nescafé, c'était déjà un grand succès avec la Collegiala, etc. Et on fait un tabac au cours de cette présentation, et 47 pays. Et c'est ça qui a fait la différence, c'est le fait de pouvoir imposer un point de vue, de se battre, d'avoir une énergie énorme pour essayer de bouffer un peu de part de marché et d'exister dans un monde dominé par les anglo-saxons en respectant notre différence. Parce que ça ne sert à rien d'essayer de les singer, on sera moins bon qu'eux. À vouloir singer les Américains, on ne fera jamais aussi bien qu'eux. Et donc, on a intérêt à être ce que l'on est et à apporter, justement, différent. Après, ça a été toute une histoire d'innovation et d'anticipation et un peu de chance parce qu'on a anticipé juste. On aurait pu anticiper faussement, on a eu la chance de tomber juste. L'innovation, les grandes ruptures, vous en avez connu. Est-ce que celle qu'on est en train de connaître aujourd'hui, l'intelligence artificielle, est aussi disruptive que celle qui a pu marquer les 50 dernières années? Pas du tout. Elle est beaucoup plus disruptive que tout ce qu'on a connu jusqu'à présent. Déjà, on va se retrouver avec un problème géant qui est de découvrir le vrai du faux. Et ça va être très compliqué. Ensuite, il y a un outil qui est absolument extraordinaire, qui est une espèce d'aide à la création, un agent qui aide à stimuler l'esprit, à ouvrir les idées, à tester des choses et à créer à une vitesse grand V. Et quand on fait ça, eh bien, on gagne du temps, on ouvre des portes, on ouvre des horizons et on découvre des choses auxquelles on n'avait pas pensé, mais ça reste une dimension humaine et l'idée qui est au cœur de tout ce que l'on fait restera toujours humaine parce qu'il y a une chose que la machine ne donnera pas, c'est cette dimension d'émotion. Et ce EQ qui fait la différence, ce quotient émotionnel est quelque chose d'absolument indispensable. Et c'est ça qui fait que Myriam, tout d'un coup, waouh! Et c'est comme ça que ça se passe sur le plan de la création. Jacques, la création, c'est votre domaine.
l'intelligence artificielle. Je crois que vous vouliez nous montrer quelque chose. Tu as la photo? Voilà. Écoute, moi, j'ai été un bon petit soldat, donc j'ai appelé GPT et je lui ai dit, écoute, comment tu peux m'aider à faire une bonne affiche? Alors, 2 minutes après, j'ai reçu sa réponse. Les 4 conseils pour réussir une bonne affiche. Commencez par une image d'arrière-plan accrocheuse pour attirer immédiatement l'attention. Bien. Créer une superposition de couleurs pour atténuer une image de fond chargée et faire ressortir le texte. Bon. Une image simple et claire, un design minimaliste avec un message fort et direct. La palisse. 4. Les affiches qui inspirent ou motivent sont celles qui utilisent les images puissantes et les messages audacieux. En 2 minutes, finalement, j'avais beaucoup plus que je ne croyais. Parce que même si c'est du charabia, je leur ai dit, maintenant, fais-moi l'affiche. Je suis désolé, mais commence à avoir peur. Mais c'est pas si nul. Mais bon, ça peut se retravailler. Enfin, j'ai jamais vu ça. Je vois ça dans la rue, j'arrête, j'achète. Donc, je crois que ce combat qui, moi, m'a effrayé de l'ancien et du moderne est un faux combat. Ça va être un outil extraordinaire. Alors, c'est long aujourd'hui, mais quand finalement, 2 minutes, elle a pu me faire cette affiche. Mais nom de Dieu, je ne peux plus dire du mal de la création artificielle et de l'intelligence artificielle. C'est un mariage, c'est pas du tout un combat. On est d'accord. Je crois qu'il est temps d'ouvrir le dialogue avec le jury. Stéphane, Monsieur le Président, je te rends la parole. Déjà, un très grand merci pour ce moment. Ce matin, je disais un truc, je ne sais pas si vous le sentez comme ça, mais pour moi, vous représentez deux façons de voir notre métier. Si je caricature un tout petit peu. Pour moi, Monsieur Lévy, vous représentez quelqu'un qui a su dire aux marques, je peux faire de ce métier quelque chose de prédictible. C'est-à-dire que je peux, avec des datas, je peux arriver à prévoir un ROI, un résultat, et je vais vous prouver que c'est vrai. Et ça, je trouve que c'est un tour de force extraordinaire parce que on vient surtout en France d'ailleurs, d'un monde où c'était un petit peu désorganisé en vrai, où c'était un petit peu artisanal. Et de l'autre côté, il y a Maître Jacques qui, lui, a bâti sa carrière sur quelque chose de totalement opposé, qui est le panache, la sortie inattendue, la poésie fulgurante. Et pourtant, les deux méthodes aujourd'hui coexistent en fait, puisqu'on est dans un monde d'extrême rationalité. Et comme tu le disais, Jacques, comme vous le disiez, Monsieur Lévy, quand on parle de l'IA sans l'homme, ça sert à rien. Si vous n'êtes pas créatif quand vous utilisez l'IA, vous sortirez des choses médiocres. Donc comment vous sentez cette balance entre ce qui est de l'ordre du prévisible et de l'ordre de l'imprévisible, du prédictible et de l'imprédictible? Tu veux commencer? Oui, non, vas-y, parce que... Une vie, c'est un film, et c'est pas une photo. Et quand on regarde le film de Publicis, il y avait la même chose que Jacques, du panache, des idées, des tas de choses extraordinaires qui étaient des clients qui nous jetaient des campagnes à la gueule et qu'il fallait revenir le lendemain matin parce que c'est ça où je quitte, c'est ça où je te mets en compétition. Je veux dire, je me rappelle, mais c'était maladif. Il y avait un qui nous prenait à l'estomac, c'était Boursin. On venait avec des campagnes magnifiques. Il y a encore la même chose. J'en veux pas. Ou alors,
venez demain, s'il n'y a pas une bonne idée, on revenait le lendemain avec la même idée qu'on avait un peu transformée. Ah, enfin, vous m'avez compris. Donc on est passé par la même histoire. Et puis à un moment donné, les choses ont changé. Et l'histoire a changé. Et l'histoire a changé avec Internet. Et tout d'un coup, avec Internet, non seulement il y a eu le digital qui a pris une place prépondérante, monumentale, mais avec les réseaux sociaux, avec tout ce qui se passait et ces échanges, le fait qu'on pouvait mesurer, et qu'il y avait d'ailleurs des abus où des gens disaient « Moi, je peux mesurer ta campagne et je peux te dire que tu ne vas pas perdre tes sous, comme le racontait un certain slogan dans les années 50, quand j'investis $1, je sais que je perds la moitié, mais je ne sais pas laquelle. » Eh bien, là, on est arrivé à mettre un peu de rationalité, et il se trouve que j'ai un tout petit peu de chance là-dedans, parce que, comme Jacques me l'a reproché, je suis informaticien, je comprenais ces choses plus tôt que les autres, je ne suis pas mauvais en maths, et donc tous ces concepts ne m'étaient pas complètement abscons. Et de ce fait, j'ai été en mesure de les mettre en musique bien avant les autres. Et comme on était petits, parce qu'à l'échelle mondiale, on n'était rien. On était petits. Je rappelle que quand on s'est lancé dans la mondialisation, on était le 20e groupe mondial. 20e. Et avant, c'était devant nous, 17e. Mais on était là. Et bien, on n'avait pas énormément de choses à perdre, on n'avait pas énormément de choses à changer pour pouvoir façonner le nouveau monde. Et donc, on a été en mesure de le façonner et de façonner aussi un groupe avec une culture. Et ça, c'est probablement la chose qui a été la plus difficile. Et la création de tout ce qu'on appelle le backbone, c'est-à-dire tous les engins de support du groupe, nous ont permis effectivement d'être un vrai groupe et non pas seulement un édifice d'agence comme un peu l'est encore aujourd'hui WPP. Oui, Mathieu, je suis d'accord sur tout ce que tu dis. Je veux simplement revenir à la création pour essayer de résumer la création en un mot. Je suis creusé la tête, etc. Et puis, je me suis dit, finalement, je n'ai trouvé qu'une question. Posez à un annonceur la question suivante: que devient la neige lorsqu'elle fond? Il répondra: de l'eau. Voilà une réponse de l'annonceur. Incolore, inodore, sans saveur, nul. Pas pour moi, pas par tous les créatifs qui sont là. Lorsque la neige fond, elle devient le printemps. C'est ça la pub. Est-ce qu'il y a des questions dans des membres du jury? Allez-y, c'est... Moi, je veux bien commencer. Bonjour, Bénédicte, Publicis. On s'est croisés dans l'ascenseur quelques fois. On est nombreux. Vous ne fallait pas le dire. Je crois que c'était entre nous. Non, moi, j'ai une question plus sur le regard de ce que vous avez connu et des grandes années de la pub, ce qu'on appelle toujours les grandes années de la création, par rapport aux années qu'on connaît nous, qui font face à des contraintes de bienséance, de attention à ne pas faire de vagues, à oublier un peu l'audace, au profit de il faut que ça plaise à tout le monde. Ce qui sont des contraintes qui sont à l'antithèse de la création, où on veut être libre et porter des messages impactants, efficaces. Comment vous voyez, comment vous faites avec ça? Parce que nous, c'est vrai qu'on a grandi avec des exemples de publicité extraordinaires, on en a vu quelques-uns là. Et on a un peu tendance souvent quand même à se dire oh là là, c'était quand même une belle époque, c'était quand même un champ de liberté, enfin un champ de création très libre, qui est plus le même aujourd'hui. Et je trouve ça difficile de ne pas regarder avant quand même, et de dire c'était bien avant. Je ne dis pas que c'était mieux avant, mais c'était bien. Comment vous faites pour toujours voir demain et se dire c'est pas grave, on va se réinventer, il y a une autre façon de faire. Et je parle vraiment de ça en termes de création particulièrement. La pub a toujours habité l'époque.
Et il y a un ouvrage que j'avais créé il y a très longtemps, qui est né en 1842, en précisant que ce n'était pas moi, je suis né 100 ans après, mais ça fait rien. Est né en 1842 parce que la pub est née en 1842. La première agence, on la trouve en 1842 à Philadelphie. Et on a fait un parcours des grandes campagnes depuis 1842 jusqu'à, je crois que c'était 2006 ou 2007, et comment est-ce que ça s'inscrivait dans l'époque. Et la publicité a toujours habité l'époque et a toujours été un reflet de l'époque. Donc la société ayant profondément changé et ayant imposé des interdits, dans certains cas un peu absurdes, dans d'autres cas bienvenus, elle doit habiter ces nouveaux habits et elle doit effectivement s'adapter à ce nouveau monde. Mais c'est vrai qu'il y avait, en particulier au lendemain des années 68, une permissivité qui était assez inouïe. Il y a eu 20 ans d'une permission extraordinaire où on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait. On montrait une femme au sein nu avec une rose entre les deux seins et c'était Rosie. On montrait un homme à poil et c'était Célimaille, les maillots de bain ou les slips d'hommes qui collaient comme à la peau. Et les campagnes d'hymnes n'auraient pas pu être créées dans l'époque actuelle. Donc il y avait ce vent de liberté, ne parlons pas de Myriam, qui permettait énormément de choses. Ne parlons pas de ta campagne magnifique sur le Sud qui habite la France. Donc on se retrouve avec des interdits de société qu'on est obligé de respecter et de trouver la dimension créative ou la provocation ailleurs. Elle est toujours trouvable. Il ne faut pas se tromper. Le corps de contraintes dans lequel on agit, c'est un corps de contraintes qui, justement, permet de dépasser le cadre et de sortir du cadre. Et c'est cela qui est intéressant. Les grands créatifs réussissent toujours à trouver l'idée qui permet de sortir du cadre. Et on l'a vu, d'ailleurs, une idée quasiment technique, Orange, n'est-ce pas? C'est quasiment technique. Mais quel magnifique hommage, quelle magnifique campagne, et en même temps, quelle perte de claque extraordinaire envoyée aux Bleus sans eux. Et donc, on se rend compte qu'il est possible de faire des choses qui sont vraiment extraordinaires, universelles et mondiales. Puisque cette campagne, elle a été reconnue dans le monde entier et plébiscitée partout dans le monde. Donc, il est toujours possible, et la technologie est là pour servir. C'est un outil au service de l'imagination de l'homme ou de la femme. Et il faut qu'on accepte un certain nombre de ces contraintes, mais il faut aussi, et là je crois que ça n'a pas changé, il faut aussi qu'on réinvente le travail en équipe. Parce que travailler au travers d'écrans, c'est sympathique, on voit des bustes, des hommes troncs, des femmes troncs, tout ça c'est bien. Il y avait un truc assez génial qui avait été fait par un marketeur qui avait dit « Quelle est la taille de Charlie ?» Il avait recruté par vidéo Charlie, et puis un beau jour, il l'a rencontré. Et il a découvert que Charlie n'était pas ce buste, mais c'était un mec de 1m97. Et tout d'un coup, il a dit, voilà, on ne sait même pas avec qui on est et qui on rencontre. Or, une bonne partie de la créativité ou de la création est stimulée par le côté inopiné, hasardeux, la chance, le hasard, le moment.
Mais je pourrais parler des heures là-dessus. Il faut que je m'arrête, parce qu'autrement, Jacques va être, comme j'étais tout à l'heure, dans un silence contraint. Non, moi, je vais être bref. Je crois que la publicité restera toujours ce qu'elle est, c'est de te toucher, de te pincer le cœur. Moi, il y a un spot que je rêve de faire. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas commencé à le faire. C'est un mec qui prend le métro, il descend du métro, et il y a un SDF qui est là, c'est horrible à voir, etc. Donc il lui donne une pièce. Et puis une deuxième fois, le lendemain, il ressort du même métro, et il y a le même SDF qui est là, et il donne une pièce. Il lui dit, mais ça va pas? Il dit, mais non, parce que moi, tu es le seul à me donner quelque chose. Il me dit, aide-moi, aide-moi. Lui, c'est un publicitaire, donc il revient le lendemain avec une plaque qui dit, aujourd'hui, c'est le premier jour du printemps et je ne le verrai jamais. Et depuis, il fait recette. Est-ce qu'on a une autre question parmi les membres de ce jury féminin? Moi, j'ai une question, parce que c'est la création, Marion Thierry, DDB, pardon. C'est un métier qui est parfois fait de frustration, parce qu'on doit combattre en permanence pour vendre des idées qu'on n'arrive pas toujours à vendre. Et moi, j'ai une question pour vous deux. Est-ce que vous avez en tête une campagne qui n'a pas été vendue et qui vous reste comme une frustration depuis longtemps et que vous n'arrivez pas à oublier? Une? Non, je sais, j'imagine. Malheureusement, il y en a plusieurs, mais... Un wagon. Il y a des fois où le client avait raison et on adorait la campagne, on l'a trouvé génial et le client dit oui, mais ça répond pas à mon problème, à ma préoccupation du moment. Et on repart la queue basse et on se dit merde, on aurait dû y penser. Et effectivement. Et puis il y a des cas où ça arrive rarement, hein, surtout s'il y a des clients dans la salle, mais il se peut que le client se trompe et il arrive que des clients aient des jugements. Alors le plus souvent c'est qu'est-ce que va dire l'échelon du dessus, et le pire qui arrive aux campagnes c'est j'élimine un peu, je rase un peu, j'arrondis, et au bout d'un moment, il ne reste plus rien, et il vaut mieux ne pas la sortir. Et là, c'est combien de fois, je me rappelle à un moment donné, un client, et je lui dis, bon, on va changer le contrat. Mais ah bon? J'ai dit oui, oui. Il y a 7 niveaux chez vous, et donc 7 personnes qui peuvent prendre une décision. À chaque personne, c'est 10% de plus. Vous éliminez des échelons et vous économisez 10%. À chaque échelon que vous économisez. Et je me suis retrouvé avec 2 échelons. Et c'était comme ça qu'on a pu faire passer un certain nombre de campagnes. Le vrai danger de la campagne, ce n'est pas tellement le rejet, c'est le laminage de l'idée. Hein, on est là, essayer de la polir, et puis finalement, elle ne dit plus rien. Oui, moi, je peux vous raconter ma pire campagne. Au bout d'une dizaine d'années, qu'on avait réussi en France, on s'est dit il faut qu'on attaque l'international. Moi, je dis, comme on n'a pas d'argent, la chose plus simple, attaquons les grandes marques françaises qui sont à l'international. Et je commence par Ricard. Et donc, je vais voir le patron de Ricard. Je lui dis, écoutez, je voudrais faire une campagne avec vous. Est-ce que vous seriez d'accord? Il me dit, écoutez, revenez me voir dans une semaine avec une idée. Et moi, je me dis, c'est très difficile, Ricard, parce qu'il n'a pas le droit de communiquer. Il a le droit de montrer sa bouteille. Donc, quand il la montre à l'envers, il la montre d'un côté, de l'autre, etc. Ça s'arrête là. Donc, puisque on ne peut pas publiciter le produit, il faut changer, inventer un nouveau média. Et je reviens et je dis au Patrick Ricard, tu vas inventer un nouveau média. Il dit, ça m'intéresse, dis-moi. Écoute, c'est très simple. Moi, je vais partir en Afrique. J'achète 500 perroquets. Je les ramène à Paris. Je les mets dans un hangar. Tous les soirs,
j'allume la sono, garçon, un Ricard, garçon, un Ricard, garçon, un Ricard. Et si ça marche, le lendemain, je mets autant de perroquets qu'il y a de bistrots en France. Il me dit, tu es un génie, tu as mon budget. Je pars en Afrique, je ramène mes 500 perroquets, je les mets dans la nuit, parce qu'on ne peut leur apprendre à parler que la nuit. Bon, je les mets dans le hangar, et au bout d'un mois, j'appelle le patron de la communication, je dis, viens, on va aller voir où on en est. On ouvre les portes, il n'y a pas un seul de ces saloperies de perroquets qui a dit un mot. Bon, j'ai pris le budget Ricard, mais beaucoup plus longtemps après. Voilà, comme quoi il faut toujours se renseigner sur une campagne. C'est très beau de vendre les choses, mais il faut être sûr de les réussir. C'est le plus important pour moi. Est-ce qu'il y a une autre question dans le jury? Oui, Pierrette. Bonjour. Bonjour Jacques. Pierrette Diaz. Tu as été mon premier employeur. À la sortie des Arts Déco, je suis venue chez RSCG à Issy-les-Moulineaux. Tu étais mon premier directeur de création, mon premier employeur. Ravie de te revoir. Ma question, c'était par rapport à l'IA et ce qu'on vit ensemble. Et puis aujourd'hui, on parle d'affichage. Tout ce qu'on voit sur cet outil, qui est un outil pour aller plus loin sur la création. Et en même temps, les exemples et les valeurs que vous nous avez citées sur la créativité, qui restent aujourd'hui, même si le monde a changé, elles sont toujours présentes. On sait qu'on a besoin d'être impactant, on a besoin d'avoir de l'esprit. Parce que de l'esprit, c'est de l'intelligence. Et c'est ce qui fait la différence, surtout sur une affiche. Et d'ailleurs, on le verra, j'imagine, quand on va faire la sélection, mais très probablement, quand on va passer le tamis, celles qui seront sélectionnées, ce sont celles qui ont de l'esprit et de l'intelligence. Ma question, c'est sur cette IA, même si cet outil va faire beaucoup et trouve beaucoup de solutions pour nous, j'ai l'impression, donc c'est une question ouverte, que le côté smart, le jeu d'esprit, c'est quelque chose de très humain. Parce qu'on a beau se servir de l'IA pour trouver des solutions, même visuelles, comme tu l'as fait avec ton exercice, c'était marrant. Ce culot, cette provocation, ce jeu d'esprit très anglo-saxon, les Anglais sont les masters dans cet exercice, je pense que ça c'est très humain, et je pense que c'est ce côté, la blague qu'on a en se tapant sur les cuisses quand on a trouvé une bonne idée, qui restera finalement, avec ce culot, qui fera la différence. Mais c'est une question, un débat pour vous deux. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'un jour, alors on peut additionner, est-ce que vous pensez un jour qu'on sera véritablement... est-ce qu'on pourra demander sur un bouton trouve-moi un truc de talent? Pour l'instant, on en est loin. On est au tout début de l'IA. Et les progrès, enfin au tout début, ça fait déjà pas mal d'années qu'on utilise l'IA. Sans IA, il n'y aurait pas de Google, il faut bien le savoir, et sans IA, il n'y aurait pas de réseaux sociaux. Donc c'est inclus depuis le début de Google ou de Facebook à l'intérieur de leur moteur de recherche et de leur moteur de distribution de messages. Mais depuis peu, et en particulier depuis ChatGPT, il y a un saut quantique extrêmement important, inattendu, y compris d'ailleurs pour les gens d'OpenAI qui ne s'attendaient pas du tout à être prêts aussi rapidement. Et il se trouve qu'ils ont trouvé des modèles mathématiques qui ont permis de le faire. Et l'IA permet de répliquer d'une certaine façon des choses qui existent ou d'anticiper, mais elle ne peut pas encore aujourd'hui créer de toutes pièces. Elle peut faire du mimétisme plus ou moins bien. Et il y a un truc que vous devriez essayer de faire. J'ouvre page de publicité pour YourArt, qui est la plateforme d'art que j'ai créée. Et vous allez vous regarder, vous testez Iris. Vous testez Iris et vous pouvez prendre une œuvre et vous l'adapter. Et Iris va vous apporter un certain nombre de propositions. Mais l'IA ne fait que ça, c'est de vous stimuler, de vous apporter des choses, de faire des variations et d'apporter des solutions partielles.
l'acte de création reste encore très essentiellement humain. Et je l'ai dit tout à l'heure, je le redis, et à mon avis, pour encore un bon moment. Parce que l'IA est dépourvue d'émotions, elle est dépourvue, elle peut faire de l'humour. Alors, anecdote, j'invite Sam Altman à déjeuner à Publicis et je demande à l'IA, à ChatGPT, de me faire le discours d'introduction pour présenter Sam Altman. Alors, fait un texte, je dis ouais, c'est parce que tu travailles pour Sam Altman que tu me fais ce texte-là, donc j'aimerais que tu fasses quelque chose d'un peu plus provocateur. Elle me fait un peu, puis un peu plus, et je raconte ça au cours du déjeuner, et je lis le dernier texte. Et dans le dernier texte, il faut dire que l'IA, enfin ChatGPT, s'est lâché. Et donc, est allé assez loin, critiquant des positions, disant on peut s'interroger sur le caractère absurde de telle proposition, etc. Et je lui ai dit, maintenant, il faut que tu corriges un peu ce que fait ChatGPT. Mais l'IA peut être entraînée à faire des choses et peut aboutir à un certain nombre de propositions. Mais le véritable acte de création reste un acte, je dirais, d'amour. Moi, je dirais d'émotion, parce que je suis plus distant et plus précautionneux, mais c'est un acte d'amour et c'est un acte, effectivement, dans lequel l'émotion est fortement présente et ça restera pour longtemps un acte humain. Moi, je voudrais surtout vous dire, au bout de ma carrière, que la publicité ne peut pas mourir, sauf si les créatifs quittent la publicité. C'est de plus en plus difficile de trouver des talents. Moi, j'ai vu l'an dernier, on est 24 000, on est tout petit par rapport à toi. Mais on a perdu 7 000 talents dans l'année, sur l'ensemble, évidemment, de nos agences. Il doit y avoir 150 agences dans le monde. Et on en a engagé 9 000. Donc, finalement, on a besoin de DRH et plus de créatifs. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, c'est un problème, je crois, d'optimisme. Le métier des publicitaires, c'est de rendre la vie plus belle qu'elle n'est. C'est une mission. Et il faut le prendre comme une mission. La publicité ne peut pas mourir parce que sans elle, tout deviendrait gris, tout deviendrait argent, tout deviendrait matérialiste, tout deviendrait politique. Et elle, c'est le seul métier qui est là quand même pour faire sourire quand il le faut, pour faire pleurer quand il le faut, mais qui est un métier profondément humain. Et je suis ravi de voir, parce que j'ai fait la même réaction que toi quand j'ai interrogé sur GPT, que finalement, ce n'est pas un adversaire. Il ne faut pas en avoir peur. Plus que jamais, d'ailleurs, il faut se tenir les coudes. Je ne comprends pas qu'on ait abandonné les films de marque. Nom de nom, qu'est-ce que vous foutez les créatifs à me faire des petites pastilles de 20 secondes, de 30 secondes qui polluent les écrans, qui ne sont pas foutus de vendre une bagnole. Faites-moi des grands films. Comme tu sais le faire, toi, et comme tu le fais si bien. C'est pour ça que je t'aime plus que tout. Bon. Battez-vous et soyez optimistes. Les optimistes ont inventé l'avion. Les pessimistes parachutent. Nom de Dieu de merde, on reste dans l'avion. On va arriver à la fin de cet entretien croisé, inédit, ou peut-être pas si inédit, mais en tout cas passionnant. J'ai une dernière question à vous poser, Jacques Séguéla. Quelle est la campagne dont vous êtes le plus fier ? Je vais me lever pour te dire ça. Écoute, moi, ce dont je suis le plus fier, c'est pas, je crois, les 400 ou 500 affiches que j'ai pu faire de près ou de loin. C'est pas les 1000 campagnes auxquelles j'ai participé. C'est pas mes 35 livres consacrés à la publicité. Moi, ce dont je suis le plus fier, c'est de ma femme. Avec Sophie,
On va célébrer l'an prochain nos 50 ans de mariage. Avec Sophie, on a 5 enfants. 5 enfants de la même femme. Je sais que ce n'est pas la mode chez les publicitaires. Eux, ils veulent 5 enfants avec 5 femmes différentes. Non, 5 enfants de la même femme. Et puis, tous les matins, quand je me réveille, et encore ce matin, ma femme me dit, mon chéri, tu es beau, je t'aime. Tu es beau. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Je me précipite devant mon miroir. J'ai dit, Cahuzac qui est repassé dans la nuit, il m'a planté des cheveux. Mais je vois ma sale gueule de nonagénaire. Et je dis, bon, ta femme t'aime, puisque l'amour est aveugle. Et je pars retrouver ma maîtresse. Et ma maîtresse, c'est la pub. Ma maîtresse, c'est vous. C'est ça que j'ai dans le sang. C'est pour ça que je serai centenaire. Je vous donne rendez-vous ici, à 100 ans, pour vous raconter mes dernières campagnes. Et c'est ça qui compte dans la vie. Nous sommes des marchands d'espoir. Nous sommes des marchands de bonheur. Nous sommes des marchands de rieur. Nous sommes des marchands de gaieté. Nous sommes des marchands de vie. Pas de cette saloperie de guerre qu'on nous fait toute la journée. Merci infiniment. Monsieur Jacques Séguéla, monsieur Maurice Lévy. Maurice, vous voulez dire un mot? Je vais faire comme Jacques, je vais me lever. Je vais me lever. Jacques est un grand amoureux de la pub et il l'a prouvé tout au long de sa carrière avec sa tendresse, ses outrances, ses exagérations, mais toujours avec un profond amour. Et je crois que ce qui caractérise un bon publicitaire, c'est la passion. La passion de son métier, mais la passion de l'autre. C'est-à-dire qu'on ne peut faire ce métier que si on aime ses clients, leurs produits et les consommateurs. Si on ne les aime pas, on fait de temps en temps une bonne campagne, mais le plus souvent un métier de merde. Parce qu'on le fait sans amour, on le fait sans passion, et chaque campagne est un peu un combat. C'est d'abord, tous ceux qui travaillent dans la pub le savent bien. Déjà, au sein de l'équipe, le nombre de fois où tout le monde dit « c'est génial », mais c'est extrêmement rare. C'est d'abord des combats. Mais ton idée, c'est une idée de merde. Mais pas du tout, t'as rien compris. Et c'est comme ça, c'est cette maïotique qui permet, au bout d'un moment, de faire quelque chose qui ressemble à un message, d'abord stratégique, et puis ensuite qui va toucher le cœur et qui va créer cette permission de faire des erreurs à la marque. Parce que ce que nous créons, c'est une valeur ajoutée telle, une relation intime entre le consommateur et la marque, et cette fidélité fait que, de temps en temps, la marque n'est pas au rendez-vous, mais le consommateur le lui pardonne, à la condition que ça ne dure pas trop longtemps. Et donc, ce qu'on fait, on crée une valeur extraordinaire, mais dans laquelle il n'y a que de la passion, que de l'amour, que de l'émotion. Ce n'est pas par de la rationalité que l'on réussira jamais à faire de très grandes campagnes. Et c'est probablement la raison pour laquelle ChatGPT ne va pas y arriver tout de suite et pas avant longtemps. Merci. Je me suis trompé sur ton compte. Tu n'es pas un informaticien. Tu es un créatif. Viens me voir demain, je t'engage. Mesdames, Messieurs, Monsieur Maurice Lévy, Monsieur Jacques Séguéla.